France 2. Les premiers prisonniers américains, leurs images ont été diffusées d'abord sur les télévisions irakiennes. 3 hommes et une femme au visage hébété. George Bush exige que les prisonniers de guerre soient traités avec humanité. Et puis les premières victimes dans les rangs de la coalition morts au combat, la guerre des images. À Bagdad, la rumeur de 2 pilotes qui se seraient éjectés au-dessus de la ville a provoqué une véritable chasse à l'homme, attroupement autour du fleuve et des soldats irakiens qui tirent dans l'eau. La progression des troupes américaines sur la route de Bagdad, à Nadjaf, des colonnes de blindés stoppées dans leurs avancées par une vive résistance. Et puis au Koweït, un militaire de la 101e division a fait exploser une grenade, un attentat qui a fait une victime et 12 blessés. Les motivations de son geste sont assez floues. Alors, monsieur, bonsoir. Le Pentagone a confirmé en fin de journée la capture d'une dizaine de soldats américains dans le sud de l'Irak. Mais c'est sur la télévision Al Jazeera que sont apparues les premières images, les premiers témoignages de ces prisonniers. 3 hommes et une femme appartenant tous à l'armée des États-Unis. Ayant montré dans nos reportages d'hier et d'avant-hier des prisonniers irakiens, nous avons considéré que nous n'avions pas à censurer ces images. En revanche, les images des dépouilles de soldats de la coalition tués au combat et montrés allongés sur le sol ont été volontairement édulcorées. Pascal Doucet-Bon. Ces images ont été filmées par la télévision irakienne, mais c'est Al Jazeera, la chaîne du Qatar, qui les diffuse en boucle. La séquence, que nous avons en partie coupée, comprend plusieurs gros plans. Les corps ont été rassemblés, apparemment pour les besoins du tournage. Une mise en scène très difficile à supporter. Quant à cet homme, tué sur la route, impossible de savoir s'il appartient au même groupe. Il s'agit en tout cas d'un membre d'un convoi de soutien logistique, victime d'une embuscade. Une opération apparemment réussie, comme en témoigne la joie de ces hommes. Voici maintenant les images que la télévision américaine se refuse à montrer, invoquant, comme le Pentagone, la Convention de Genève sur les prisonniers. Ce texte stipule qu'aucune image dégradante ne doit être diffusée. Ces 4 soldats, 3 hommes et une femme, ont visiblement peur mais n'ont pas l'air d'avoir été maltraités. 2 d'entre eux sont blessés et ont été sommairement soignés. Bagdad a promis il y a une demi-heure de ne pas faire de mal à ces prisonniers américains. À Washington, en fait, le secrétaire à la Défense, Donald Rumsfeld, a affirmé qu'il serait, je cite, malencontreux de diffuser ces images sur les chaînes de télévision. Les grands médias américains n'avaient toujours rien montré en fin de journée, à l'exception de la chaîne CBS, qui a diffusé ces témoignages au ministre de la Défense en direct. L'embarras est évident et les différents communiqués qui se sont succédés tout au long de la journée ont fini par aboutir à la confirmation, la capture de soldats américains. Pascal Golomer. Donald Rumsfeld est l'invité de l'émission politique du dimanche sur CBS. Et c'est sur le plateau en direct que le secrétaire à la Défense découvre, comme tous les Américains, les premières images de ces soldats capturés en Irak. Il doit réagir à chaud, sans avoir encore beaucoup d'informations. Visiblement, c'est une partie de la propagande menée par les Irakiens. Et répondre à la propagande irakienne, ce n'est pas dans les habitudes des États-Unis ni de ses forces armées. 3 heures plus tard, c'est au président Bush lui-même, de retour à la Maison-Blanche, d'avertir les autorités irakiennes. Les prisonniers de guerre doivent être traités de manière humaine. Et de la même façon que nous traitons les prisonniers que nous avons capturés. Sinon, ceux qui auront maltraité nos prisonniers seront considérés comme criminels de guerre. À New York, l'information avait circulé, bien sûr, parmi les quelques milliers d'Américains qui s'étaient donné rendez-vous pour soutenir les troupes et la guerre en Irak. Malheureusement, c'est comme cela que ça se passe. On a fait la guerre dans le passé, on la fera encore et que Dieu bénisse les familles. Cela ne changera pas mon état d'esprit. Ce sont des blessés de guerre. Il faut comprendre. À Washington, c'est d'une toute autre manifestation dont il s'agit. Des vétérans de l'armée venus se recueillir devant le mémorial du Vietnam, mais pour mieux dénoncer cette guerre en Irak qui n'en vaut pas la peine. Je crois qu'il fallait plus de victimes pour que les gens se rendent compte qu'il s'agit d'une vraie guerre. Une guerre difficile. Ce n'était jusqu'alors que quelques mots prononcés en conférence de presse. C'est maintenant pour tous les Américains une réalité.
Et nous retrouvons maintenant en direct de Bagdad et de Washington nos deux correspondants. Alors d'abord Étienne Lénart, on parle depuis le début de la guerre des images. Aujourd'hui il semble bien que l'Irak ait marqué un point. Oui, la chaîne CNN, vous savez, qui est un petit peu le porte-drapeau des médias américains en temps de guerre, a pris le parti de ne pas diffuser ces images. En tout cas, pour l'instant, la chaîne ne diffuse qu'une photo. En tout cas, tant que les familles n'auront pas été complètement prévenues. Ces images vont en rappeler d'autres à l'Amérique. Béatrice, on se souvient de celle des prisonniers américains pendant la première guerre du Golfe, ou encore de celle de l'opération en Somalie où des pilotes d'hélicoptères américains avaient été traînés dans les rues de Mogadiscio. Le président Bush a immédiatement, pour essayer de contrer l'effet dévastateur de ces images, a communiqué, voire surcommuniqué en dénonçant l'utilisation qui était faite de ces prisonniers de guerre. Mais j'aurais tendance à penser que dans un premier temps, en tout cas, ces images vont souder l'Amérique derrière leur président. Les Américains sont très en colère. Le problème est de savoir ce qui se passerait si cette guerre durait et si d'autres victimes, beaucoup plus nombreuses, victimes américaines, venaient à disparaître. Merci Étienne. Partons pour Bagdad. Alain Chalvron, la télévision irakienne n'a pas hésité à montrer les corps de plusieurs soldats présentés comme des Américains tués pendant les combats, ainsi que le témoignage des prisonniers avec un certain parfum de triomphalisme. Oui, disons avec un parfum de revanche. Cela fait maintenant 4 jours que le peuple irakien, tout l'Irak du nord au sud, subit d'intenses bombardements. Il y en a encore à Bagdad. Il y a 30 secondes, par exemple, d'importantes explosions ont eu lieu dans la ville. Et évidemment, c'est une satisfaction pour les Irakiens de voir que eux aussi, après tout, font du mal aux Américains. Alors les autorités sont naturellement conscientes que c'est une arme à double tranchant, que cela peut aussi susciter la fureur des Américains et finalement se retourner contre eux. Mais c'est vrai, pour eux, le plus important est maintenant de toucher cette opinion intérieure et généralement arabe. Merci Alain Chalvron. Deuxième image stupéfiante que celle de cette chasse aux pilotes américains ou britanniques à Bagdad. L'information n'est pas confirmée, mais la rumeur courait que 2 pilotes s'étaient éjectés après que leur avion ait été touché. Des témoins oculaires affirmaient les avoir vus ici ou là, et c'est une véritable traque qui a commencé sur les rives du Tigre. Richard Binet. Rumeur ou nouvelle, elle n'aura mis que quelques minutes pour traverser Bagdad. 2 pilotes américains ou britanniques se seraient éjectés au-dessus des eaux du Tigre après que leur appareil ait été touché par des tirs de la DCA. Des soldats et des miliciens vident leurs chargeurs sur le fleuve. La foule accourt alors que des hommes en civil sortent leurs armes. Ils tirent là où ce témoin aurait vu des pilotes se poser en parachute. Pourquoi précisément au pied de ce pont ? Peut-être parce qu'il se trouve opportunément à quelques dizaines de mètres du centre officiel de presse irakien, où travaillent des centaines de journalistes. Des vedettes de la garde civile tournent à portée de vue des caméras. Des centaines d'Irakiens fouillent les quelques mètres carrés de joncs qui bordent la berge avant de les enflammer. La chasse à l'homme est terminée. Elle se transforme en manifestation de soutien au régime, au cri de Saddam, par nos âmes et par notre sang, nous nous sacrifierons pour toi. Un journaliste de la chaîne britannique ITN est présumé mort. Il aurait apparemment essuyé des tirs des troupes de la coalition près de Bassora, un accident sur le front dans le sud de l'Irak. Venons-en aux opérations militaires qui précisément se déroulent dans le sud. Les combats se sont poursuivis toute la journée à Kassar. Des poches de résistance d'une violence parfois inattendue empêchent le contrôle du port par les forces de la coalition. Florence Boukia. Ce fortin aux abords Kassar semble tranquille. C'est pourtant l'une des poches de résistance de la région. Les forces anglo-américaines le savent, à l'intérieur, des commandos irakiens sont prêts au combat. D'après le commandement central de l'opération au Qatar, des éléments de la garde républicaine de Saddam Hussein se sont même infiltrés partout dans cette région. Depuis 4 jours, chacune de ces poches de résistance est surveillée des heures durant par ces soldats avant l'attaque à l'obus. La cible est atteinte. Rapidement, les soldats vont avoir ordre de cesser le feu. Une autre crainte surgit alors, celle de l'attaque au gaz. Tous enfilent leurs masques. Mais c'est une fausse alerte et un nouvel ordre tombe. Quand je vous le dirai, tirez à 2 mètres, puis rechargez, dispersez les tirs et déployez-les partout.
Le fortin a bien été touché, mais rien ne semble bouger à l'intérieur. Les soldats reprennent leur observation, mitrailleuse au poing, avant que la nuit ne tombe. Et par téléphone, nous retrouvons en Irak notre envoyé spécial Agnès Varamian. Bonsoir. Où vous trouvez-vous exactement et quel est le point de la situation militaire dans votre région? Écoutez, il y a quelques heures, nous étions à une vingtaine de kilomètres de Bassora quand les militaires britanniques nous ont demandé d'évacuer la zone car il y a des rumeurs d'attaques irakiennes et nous avons donc pris l'autoroute en fait qui mène vers Bagdad. Nous sommes maintenant à une cinquantaine de kilomètres sur cette route, stoppés face à un convoi de 300 véhicules américains qui eux aussi attendent à cause de ces rumeurs d'attaque. C'est vous dire que la zone n'est absolument pas contrôlée. Les Américains et les Britanniques ne sont pas rentrés réellement dans les villes, même s'il y a des combats qui continuent. Ils ne contrôlent pas ni Bassora. Ils sont passés par les villages, mais sans s'arrêter, et tous les convois que nous avons vus passer remontent en fait vers le nord. Il semble que les Américains et les Anglais aient renoncé à engager des batailles de être très très coûteuses. Merci Agnès Varamian de ces précisions, même si la liaison téléphonique n'était pas d'une parfaite qualité. Les troupes américaines, vous le disiez, tentent de progresser sur la route qui mène à Bagdad. De longues colonnes de blindés ont été stoppées dans leur avancée à Nadjaf, une ville sainte à majorité chiite, où là aussi la résistance irakienne est tenace. Yvan Martinet. Une résistance tenace et inattendue. 200 km au sud de Bagdad, à Nadjaf, la tête de ce convoi américain vient d'être la cible de combattants irakiens. Les tirs viendraient de ce 4x4. Les soldats américains parviennent à maîtriser ces occupants. Ils sont faits prisonniers. La progression des troupes américaines est toujours retardée. Les convois en provenance du Koweït devaient contourner Nadjaf, mais cette nuit, ils auraient essuyé des tirs de mitraillettes. Nadjaf est pourtant un fief chiite, donc peu favorable à Saddam Hussein. En 30 heures, la 3e division d'infanterie n'aurait avancé que de 300 km. Les militaires irakiens dans cette région ne sont pourtant équipés que d'armes légères et de lance-roquettes obsolètes. La résistance rencontrée par les Américains dans cette ville n'est qu'un avant-goût de ce qui les attend. Saddam Hussein aurait mobilisé l'essentiel de ses troupes d'élite pour préserver Bagdad. Les forces américaines qui se trouvent désormais à une centaine de kilomètres de Bagdad. Les unités de la 3e division d'infanterie sont précisément à mi-chemin entre la ville de Nadjaf et de Kerbala, d'après un de nos confrères de l'AFP qui suit ses troupes. À Bassora, que les militaires américains ont décidé de contourner pour éviter des affrontements dans la ville même. La situation est très préoccupante. Les habitants seraient privés d'eau potable et d'électricité à la suite des bombardements, d'après le Comité international de la Croix-Rouge. Zindine Boudaoud. Les reporters de la chaîne arabe Al Jazeera sont guidés par les autorités irakiennes jusqu'à cet hôpital. Ces blessés auraient été victimes des bombardements anglo-américains. Ces attaques aériennes ont tué 50 civils, affirme le commentateur. Le ministre irakien de l'information accuse les Américains d'avoir fait 77 morts et 366 blessés parmi la population de Bassora. Les attaques contre la 2e ville, la plus importante d'Irak, n'auront pas non plus épargné cet enfant. Cette employée irakienne du Croissant Rouge explique que toutes les victimes étaient des civils, qu'il n'y avait pas de militaires. C'est un massacre, crie-t-elle. Al Jazeera montre aussi ces images de la médina de Bassora, où la vie semble continuer malgré tout. Difficile de savoir pourtant si ces scènes ont été filmées ces dernières heures. D'autant que ces autres images montrent plutôt une ville morte, une ville où toute activité semble avoir cessé. Une certitude, les troupes anglo-américaines se trouvent dans les faubourgs de Bassora. Au loin, des colonnes de fumée noire, des puits de pétrole en feu. La ville est toute proche, mais le commandement américain l'affirme, les GIs et les Marines n'entreront pas dans Bassora. L'objectif serait plutôt d'obtenir une reddition pacifique des forces irakiennes, des forces qui continuent de résister et qui n'auraient pas l'intention de rendre les armes aussi vite. Au-delà de la progression des opérations militaires, journée difficile pour le moral des troupes américaines au Koweït. Un soldat américain appartenant à la 101e division aurait tué dans un attentat à la grenade l'un des siens. 12 autres militaires seraient blessés. L'homme a été arrêté. Les motifs de son acte sont assez flous. Séverine Lebrun. Il aurait avoué.
Ce soldat de la 101e division aéroportée, basé au nord du Koweït, aurait attaqué à coups de grenade plusieurs tentes de son propre camp, et notamment celle qui abritait le poste de commandement. Un acte dévastateur, qui a causé la mort d'un soldat et en a blessé 12 autres. Témoignage de ce Marines, réveillé en pleine nuit. J'ai entendu une double explosion et ensuite un bruit plus sourd qui m'a semblé être celui d'un pistolet mitrailleur en train de tirer. C'était comme si des assaillants avaient lancé des grenades dans chacune de ces 3 tentes. Apparemment de confession musulmane, l'auteur présumé avait déjà été sanctionné pour insubordination. Il aurait adopté un comportement étrange juste avant l'attaque. Le soldat est soumis à un interrogatoire des autorités américaines qui, pour l'instant, écartent toute hypothèse d'acte terroriste. L'attaque est d'autant plus symbolique qu'elle touche l'une des unités d'élite de l'armée de terre américaine. La 101e division aéroportée, ici à l'entraînement, a participé à tous les grands conflits internationaux. C'est elle qui, dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, a été parachutée à Sainte-Mère-Église, la première ville française libérée par les Américains. En direct du Koweït, Philippe Prochot, comment les militaires américains réagissent-ils psychologiquement à la fois à cet attentat à l'intérieur de leur rang, mais aussi aux premiers prisonniers? Comment les troupes ont-elles été informées? Écoutez, d'abord, le camp de Pennsylvania compte quelque chose comme 3000 soldats, donc ils ont été très émus par cet incident. On se méfie de son voisin. On sait maintenant qu'il s'agit d'un sergent qui est musulman, effectivement, qui a un nom à consonance arabe et qui n'était pas vraiment motivé pour aller se battre en Irak. Donc on a essayé de retarder au maximum son intervention à l'intérieur de l'Irak, précisément pour des raisons psychologiques. Donc lorsque les hommes en fait vont au combat, il y a un véritable débriefing pour voir s'ils acceptent les conditions dans lesquelles ils seront obligés de se battre. Et là, cet homme n'avait pas du tout répondu aux critères que l'armée américaine exige. Mais ce qui m'a frappé, c'est que finalement, ces hommes sont assez peu informés de ce qui se passe. Par exemple, lorsque le président Bush a formulé son discours de déclaration de guerre, il y avait seulement 2 soldats sur 3 qui étaient informés de ce discours. Ils répondent en fait aux ordres, ils savent assez peu ce qui se passe à côté, et beaucoup de soldats aujourd'hui, beaucoup de soldats américains ne savaient pas qu'il y avait des prisonniers, ne savaient pas qu'il y avait eu cet incident dans le camp. Donc finalement, l'information circule mal. Aussi, au niveau des lieux, on m'a dit que beaucoup de soldats américains ne savaient pas où ils se trouvaient, ne connaissaient pas leur ennemi, n'avaient pas reçu en fait de cours, de leçons pour savoir à qui ils avaient affaire dans cette guerre. Merci Philippe Rochaud. Ceci nous amène à cet avion britannique de la Royal Air Force porté disparu après avoir été touché par un missile patriote américain. L'appareil était de retour d'une mission et a été touché près de la frontière koweïtienne. Romuald Benin. Le Tornado britannique, un avion de chasse identique à celui-ci, avec 2 pilotes à son bord, venait d'accomplir une mission de bombardement sur l'Irak la nuit dernière. L'avion de la Royal Air Force aurait été abattu par erreur par un missile américain patriote. Il se pourrait bien en effet qu'un avion de notre armée de retour de mission ait été pris pour cible par une batterie de missiles patriotes. Tout ce que je peux vous dire pour le moment, c'est qu'une enquête est en cours. Nous sommes à la recherche de l'avion et de son équipage. Des Anglais abattus par leurs alliés américains, ce que les militaires appellent des friendly fires, les tirs amis. Pendant les 100 premières heures de la guerre du Golfe, 305 soldats américains avaient été tués par des missiles anti-chars de leur propre camp. Plus récemment, en Afghanistan, 30% des victimes américaines avaient été tuées ou blessées par des tirs eux aussi américains. Même si le Pentagone investit chaque année des millions de dollars pour limiter ces erreurs, comme ces fusils capables de reconnaître ennemis ou amis, ces accidents sont inévitables. Inévitables, tout comme l'accident qui a fait 7 morts hier, dont 6 Britanniques appartenant à cette unité aéronavale lorsque 2 hélicoptères anglais se sont percutés au-dessus du Golfe. Parfois cette guerre nous apparaît comme irréelle lorsque nous regardons le conflit à la télévision. Et il y a des moments comme celui-ci qui nous ramènent à la réalité de la guerre en période opérationnelle. Depuis le début de ce conflit, 15 soldats américains et anglais ont été tués accidentellement et 2 sont portés disparus à cause de tirs amis.
Pour la 5e nuit consécutive, Bagdad est à nouveau sous les bombardements. Un missile est tombé sur la rive est du fleuve le Tigre. Auparavant, des raids aériens touchaient la périphérie de la ville. Un scénario qui ressemble à celui que la capitale irakienne a vécu hier. Emmenés par des officiels irakiens, Maris Burgo et Yves Junka ont pu constater les dégâts. La chasse aux pilotes américains cet après-midi à Bagdad. Une scène assez surréaliste alors que le ciel de Bagdad est totalement plombé par une fumée noire, celle que dégagent les tranchées remplies de pétrole en feu. Un ciel plombé qui n'a pas empêché hier soir le bombardement de ces maisons d'un quartier de Bagdad. 6 missiles en moins de 60 secondes et un cratère de plusieurs mètres de profondeur. Il n'y avait aucune cible militaire ici, dit ce voisin. Vous voyez bien, il n'y a que des civils ici. Nous apprenons qu'un général à la retraite occupait l'une de ces maisons. Ceci expliquerait peut-être le bombardement de ce quartier d'apparence tranquille. Le général n'était pas là, mais 2 personnes de sa famille seraient blessées. Dès hier soir, les autorités irakiennes se sont empressées de faire visiter ce lieu à la presse. Cette vieille dame est blessée et choquée. Ces images représentent exactement ce que les autorités américaines voudraient éviter. Enfin, cette journée à Bagdad aura été marquée par l'apparition de Yassine Ramadan, numéro 2 du régime. Depuis le début de la guerre, il est le premier responsable ayant un accès direct à Saddam Hussein à s'exprimer publiquement. Il accuse les Nations Unies et Kofi Annan de n'avoir pas su éviter la guerre. Quelques minutes auparavant, le ministre de l'Information avait présenté à la presse le nouveau porte-parole des affaires militaires. Le plan média des autorités irakiennes est donc en place. Il fera face à celui des Américains. La ville natale de Saddam Hussein, Tikrit, a été pour la première fois bombardée la nuit dernière. D'après des sources irakiennes, les raids aériens auraient pris davantage de puissance dans les environs de la ville et auraient fait 4 morts et plusieurs blessés. Mathias Ilian. Le fief de Saddam Hussein n'échappe pas au bombardement. Filmé par la télévision irakienne, cet hôtel de Tikrit est dévasté. Tout est détruit, tout, sauf ces portraits du Raïs, qui restent debout, intacts. Drôle de hasard. À l'issue de cette visite très encadrée, le gouverneur de Tikrit explique devant les caméras qu'un mariage avait lieu dans cet hôtel au moment des frappes. Selon lui, 4 personnes seraient mortes, 4 autres blessées. Pas d'image pour le vérifier. Autre bâtiment civil détruit par les bombes, le musée de Tikrit. Tikrit, une ville symbole. Située à 200 km au nord de Bagdad, elle a vu naître Saddam Hussein, sa famille et tous ses proches collaborateurs. Pour la défendre, le président irakien a décidé d'y replier une partie des 170 000 hommes qui composent la garde républicaine spéciale. Nous nous sacrifierons pour Saddam, crient ces manifestants armés, probablement des militants du parti Baas. Ils se préparent à une 3e nuit de bombardement. Dans le nord maintenant, une nouvelle attaque aérienne a eu lieu ce soir à Mossoul. 12 heures après le premier raid, Mossoul avait déjà été la cible de plusieurs séries de bombardements hier dans la nuit et ce matin. Au Kurdistan, les forces spéciales américaines n'ont atterri la nuit dernière pour s'infiltrer en Irak. Jérôme Venier, est-ce que ceci pourrait confirmer l'hypothèse d'ouvrir un 2e front ? On n'en est peut-être pas tout à fait là, Béatrice, mais le fait est que les autorités kurdes d'ici nous ont confirmé cette arrivée d'à peu près 300 soldats des forces spéciales américaines sur 2 aéroports, dont celui de Souleymaniye, qui se trouve tout près d'ici. Alors, les 2 missions, a priori, de ces forces spéciales, pour l'instant, seraient d'une part de se rendre vers l'est du Kurdistan irakien, où nous nous trouvons, près de la frontière iranienne, où se trouvent des groupes islamistes. Et l'un de ces 2 groupes, Ansar al-Islam, a des liens avérés avec Al-Qaïda, et on savait depuis plusieurs mois que si les opérations étaient déclenchées ici, les Américains en profiteraient pour bombarder ce groupe islamiste, et ils l'ont fait d'ailleurs depuis 2 nuits de façon très intensive. Environ 100 bombes ont été larguées dans ce secteur de Bihara,
qui est sur la frontière avec l'Iran. Mais il y a un autre groupe qui, lui, n'a pas de lien avec Al-Qaïda, d'après ce qu'il prétend, et qui a aussi été touché par ces bombardements. En tout cas, les forces spéciales seraient là pour servir de relais au sol à ces opérations aériennes, qui, elles, sont vraiment dans le cadre de la lutte antiterroriste, puisqu'il s'agit donc de ramifications d'Al-Qaïda. Et puis l'autre mission serait de se rendre sur la ligne de démarcation entre le nord de l'Irak, c'est-à-dire le Kurdistan irakien, et puis l'Irak contrôlé par les forces de Saddam Hussein. Cette région où il y a, comme vous le savez, deux villes avec des champs pétrolifères, les villes de Kirkouk et Mossoul, qui sont très convoitées par les Kurdes. Et ça fait très peur aux Turcs qui savent que si les Kurdes contrôlaient ces champs pétrolifères, ça les aiderait à constituer un véritable État kurde, ce dont Ankara ne veut surtout pas. Donc je pense que les Américains ont voulu rassurer les Turcs en leur disant on va y aller. On a une présence, même si elle n'est que symbolique pour l'instant, parce que quelques centaines d'hommes, ça ne suffit pas, mais en tout cas, ils sont là, ils sont, semble-t-il, assez efficaces et ils pourront éventuellement contrôler ce qui se passe autour de ces champs de pétrole en cas d'effondrement du régime de Bagdad. Merci Jérôme Bonny. Saddam Hussein, ce matin, a présidé une réunion de son état-major politique et militaire. La télévision a montré ces images, celles de Tarek Aziz, et puis de différents ministres, celui de la Défense, de l'Enseignement supérieur ou encore des Affaires étrangères. Là encore, aucune certitude quant au lieu et à la date de ce tournage. Vous le savez, Washington a décidé de saisir les avoirs irakiens aux États-Unis. Il s'agit d'une offensive financière contre le régime de Saddam Hussein. Ceci nous amène à tenter de cerner la fortune du numéro 1 de Bagdad avec comme source essentielle le pétrole. Séverine Lebrun. C'est l'un des chefs d'État les plus riches au monde. Le magazine américain Forbes le classe 3e avec au moins 2 milliards de dollars. Une estimation car la fortune de Saddam Hussein est l'une des plus secrètes. Les autorités américaines, elles, tablent plutôt sur 10 milliards. En témoigne la splendeur des dizaines de palais présidentiels aux alentours de Bagdad. Un trésor de guerre obtenu en grande partie par la contrebande de pétrole. Pourtant, dans le cadre du programme Pétrole contre nourriture, l'ONU contrôle les prix de l'or noir exporté par l'Irak. Mais Saddam Hussein a trouvé la faille. Il fixe généralement avec l'ONU un prix un peu inférieur au marché, puis exige des acheteurs une commission officieuse. L'argent déclaré va sur un compte bloqué à New York, le reste directement dans la poche du président irakien. En plus, chaque jour, des dizaines de milliers de barils partent en toute clandestinité pour la Turquie ou la Syrie. Le clan Hussein s'est aussi spécialisé dans la contrebande de cigarettes ou de produits de luxe. L'argent récolté est disséminé un peu partout dans le monde. Avoir une carte bleue et un compte en banque au nom de Saddam Hussein, c'est pas la chose la plus discrète qui existe. Donc naturellement, ce sont des prête-noms, ce sont des fidèles, ce sont des hommes d'affaires. C'est une arborescence d'individus qui interviennent pour dissimuler des avoirs. Les États-Unis exigent le gel des avoirs irakiens. Une dizaine de pays dont la législation l'autorise se sont exécutés. Déjà 2 milliards d'euros auraient été saisis. Mais ils appartiennent au régime irakien et non personnellement à Saddam Hussein, une somme destinée à financer la reconstruction de l'Irak. Et ceci nous amène aux gisements pétroliers irakiens. Selon le Pentagone, les militaires américains sont en train de sécuriser les ressources pétrolières dans le sud, où 9 puits auraient été sabotés. La situation au nord, notamment près de Kirkouk, est encore incertaine. Le point avec Sophie Mézel. L'image est impressionnante. Plus impressionnante sans aucun doute que les dégâts eux-mêmes qui devraient être limités. Ce puits de pétrole ne serait que l'un des 9 qui flambent aujourd'hui dans la région de Roumaïa, dans le sud de l'Irak, près de la ville de Bassora. 9 puits sabotés dans une zone qui en compte près de 600 et qui est de surcroît la plus productive du pays, avec une capacité d'1 300 000 barils par jour. C'est dire que la situation aurait pu être bien plus critique. La sécurisation des puits de pétrole a été un objectif prioritaire pour les troupes de la coalition, sauvegarder les richesses du pays. Ils auraient rencontré, selon un communiqué de l'armée irakienne, une résistance féroce et des combats héroïques. L'armée irakienne, qui nie d'ailleurs avoir incendié ses puits et affirme simplement avoir mis le feu à des tranchées remplies de pétrole pour que la fumée perturbe les tirs des avions américains et britanniques. Des représentants de l'armée américaine ont indiqué aujourd'hui que 85% des installations pétrolières situées dans le sud du pays sont désormais aux mains de la coalition. Des équipes de pompiers vont maintenant être à l'œuvre pour éteindre les incendies, ce qui devrait prendre entre 30 et 45 jours, selon les experts. Nous vous montrions hier dans cette guerre des images comment la chaîne Al Jazeera rend compte de la guerre en Irak. Aujourd'hui, nous avons décidé de nous intéresser à CNN, la télévision américaine qui est diffusée dans le monde entier. Frédéric Retard. Live to tell you what's happening and explain
how it affects you. This is history. La devise de CNN, soyez les premiers à savoir, ne tient pas toujours ses promesses. Expulsés avant-hier de Bagdad, les correspondants de la chaîne d'information continue laissent place à des informateurs anonymes. À l'exemple de cet homme qui travaille dans l'humanitaire à Bagdad, dont on ne connaît ni le nom ni la nationalité et qui témoigne en direct. Cela revient souvent sur l'antenne, cette difficulté d'informer et les risques pris par les journalistes. Nombreux hommages au caméraman australien tué lors d'un attentat et qui laisse un orphelin de 7 semaines. Seul moment de respiration, si l'on peut dire, qui revient en boucle, l'humour britannique de ce journaliste pris dans des combats à Qasr. Il demande à son caméraman s'il se sent bien, s'il se sent en sécurité. Réponse de l'intéressé. Privé de correspondant dans la capitale irakienne, c'est de Koweït City que CNN, par la voix de Jim Clancy, commente les images du direct. Ces Bagdadis tirent dans tous les sens, espérant localiser un pilote américain qui serait tombé dans le Tigre. Dans son commentaire, Jim Clancy se laisse aller à l'improvisation. Il s'agit, dit-il, d'un spectacle impressionnant et sans doute très dangereux, mais de rien d'autre. CNN consacre des reportages à l'analyse et au décryptage de la télévision irakienne. Un décryptage des images de propagande qui peut aussi passer pour de la contre-propagande. Et puis ce choix draconien, fallait-il diffuser les images des morts et des otages américains? Les autorités de Washington ont tenté d'en dissuader toutes les chaînes de télévision. CNN, 2 heures seulement après Al Jazeera, son homologue arabe, se contente d'une seule et terrible photo. Revenons sur le terrain militaire avec l'avancée des forces de la coalition vers Bagdad, une progression qui est entravée par des îlots de résistance que rencontrent les troupes. La stratégie américaine est celle de l'évitement des villes pour faire le moins de victimes possible. Restent de nombreuses questions en suspens. Quel sera notamment le rôle de la garde républicaine de Saddam Hussein? Où sont basées ces unités spéciales? Tentative de réponse, Olivier Caroff. Voici ce que l'état-major américain et anglais veut éviter autant que possible. Des combats de rue, une progression laborieuse, mètre après mètre, comme la nuit dernière, sur la presqu'île d'Al-Fao. Dans ce bâtiment, qui contrôle l'accès à une route, une escouade irakienne. Les fusiliers marins britanniques devront les déloger à la grenade incendiaire. Officiellement, la conquête de cette zone n'a pris que 24 heures, mais sa sécurisation, selon le jargon militaire, dure depuis 3 jours. Elle est coûteuse en matériel et en hommes, il faut bien contrôler les routes et une population plutôt avare en démonstration de joie. Déroutant pour certains stratèges américains qui misaient sur une campagne de libération digne de la Seconde Guerre mondiale. Si on compare la progression de nos troupes sur les plages de Normandie contre l'Allemagne nazie en 1944 à la progression que nous connaissons actuellement en territoire irakien, je dirais que nous allons très très vite. Rapide, mais peut-être pas assez. La coalition anglo-américaine a choisi une tactique de guerre éclair, toujours en mouvement, vers Bagdad. Mais chaque point stratégique, comme ici près de Nasiriyah, le long de l'Euphrate, est âprement défendu. À chaque fois, les colonnes de blindés reçoivent le même ordre, contourner l'obstacle. Le but, éviter de laisser se former une ligne de front. Les effectifs des unités engagées en Irak ne le permettent pas pour l'instant. 72 000 hommes, il en faudrait 6 fois plus pour tenir les territoires conquis. Selon des sources non officielles à Washington, il n'y aurait même pas assez de soldats pour garder les prisonniers de guerre. Ils sont désarmés, débarrassés de leurs uniformes, puis relâchés. Un peu plus loin, les autorités irakiennes ont beau jeu d'affirmer qu'aucune ville n'a été prise. Je ne vous révélerai pas comment nous fonctionnons, mais je peux vous dire que cela se passe aussi bien qu'avant, cette agression colonialiste. Le pays est uni, l'administration est unie. L'autre contretemps pour les Américains vient de Turquie. Ces GIs appartiennent à la 4e division d'infanterie. Jusqu'à ces derniers jours, ils préparaient le débarquement de leur unité pour une offensive vers le nord de l'Irak. La Turquie a refusé ce plan. Les 16 000 hommes embarqués au large de la Turquie ont donc mis le cap sur le Koweït. Un long détour et au moins une semaine de perdu. Désormais, la guerre se joue contre la montre, autant que contre les troupes irakiennes.
Avec nous, Pierre Servan, bonsoir. Vous êtes expert militaire. Nous allons en parler évidemment de cette stratégie militaire. Mais tout de suite, si vous voulez bien, on va découvrir en direct ces images des bombardements à Bagdad qui ont lieu en ce moment même. Un bâtiment du palais présidentiel de la capitale irakienne aurait été touché par une bombe qui a été larguée par un avion qui volait à très basse altitude, selon un des correspondants de l'AFP. Donc, si vous voulez bien, nous sommes au 5e jour, 5e nuit en tout cas des bombardements. En guise de bilan peut-être, est-ce qu'on peut ensemble affiner la stratégie poursuivie par la coalition? Est-ce que vous diriez d'abord qu'on est sorti de l'étape psychologique et qu'on est en train d'assister à une guerre plutôt inédite? C'est une guerre inédite, en tout cas une guerre assez étrange. Pourquoi? Parce qu'elle semble sous-tendue des deux côtés par une intention à la fois politique et médiatique pour l'instant. Qu'est-ce que ça veut dire? Du côté américain, on voit bien que le but de guerre, la stratégie américaine, n'est pas une conquête du territoire, c'est de déstabiliser le régime et de le faire tomber. Donc la tactique, c'est d'essayer de trouver dans le pays, je dirais, le talon d'Achille du pays et de pouvoir le sectionner d'un coup sec de façon à ne pas abîmer, entre guillemets, le reste du corps. C'est ça la stratégie américaine. Et je dirais que la tactique, c'est-à-dire la façon dont ça se passe, ça se traduit autour de deux mots, tâtonnement et contournement. Ça a été très bien dit. Tâtonnement, c'est-à-dire qu'il tâte les résistances autour de certains points qu'il considère être comme étant un talon d'Achille potentiel, Bassora. Si ça résiste trop, on contourne. Le problème, c'est qu'il faudra bien qu'à un moment, il trouve ce talon d'Achille et il le sectionne. Alors précisément, le talon d'Achille ou les talons d'Achille, il y en a peut-être plusieurs. Parallèlement, on a l'impression qu'il y a une progression extrêmement rapide vers Bagdad. La route de Bagdad est déjà largement empruntée. D'après nos informations, et elles sont sans doute vérifiées par les reportages qu'on a vus, 150 km de la capitale désormais, les premières unités. Est-ce qu'on peut imaginer une bataille de Bagdad dans les 2-3 jours à venir ? Alors je crois que c'est toujours difficile de faire des pronostics, d'autant plus que du côté irakien, on peut supposer aussi que pour l'instant, le combat a une nature politique et médiatique. Ça peut paraître étrange parce qu'on voit bien que du côté américain, toute la capacité de destruction n'a pas été utilisée encore. Les Américains ont dans leur jeu des armes maîtresses pour délivrer la fureur, tremblement et désespoir de l'autre côté. Ils n'ont pas battu leurs cartes, mais du côté irakien, vous remarquerez qu'un certain nombre de cartes n'ont pas été abattues non plus. Pas d'armes non conventionnelles pour l'instant, pas de chimiques. Est-ce que Saddam Hussein en a ou est-ce qu'il n'en a pas? Également, pas de tir sur Israël. C'est-à-dire qu'on peut avoir le sentiment que du côté irakien, il y a également la volonté de jouer la carte médiatique, la carte de la tension internationale, plutôt que de se positionner comme étant un prédateur, un personnage absolument abominable. Donc vous voyez bien que le caractère étrange de cette guerre vient de ce jeu subtil pour l'instant. C'est du poker menteur de part et d'autre. Et vous avez raison, le rendez-vous, ça sera Bagdad. Il y aura un moment de vérité. Alors, on a parlé de ces 250 000 hommes qui sont arrivés ou sont en train d'arriver. On a aussi le sentiment que la Turquie a retardé l'acheminement d'un certain nombre de ses troupes. Est-ce que, précisément, les États-Unis sont en attente de l'arrivée de ces hommes qui pourraient combattre au sol? On peut le supposer encore qu'on ne voit pas de signe précurseur d'un véritable déploiement au nord, ce qui pose un problème puisque si les Américains et les Britanniques veulent prendre en tenaille Bagdad, il manque une mâchoire de la tenaille. C'est le premier problème. Donc il faut ouvrir un deuxième front ? Normalement, oui, c'est quand même plus facile, si vous voulez, d'attaquer sur deux fronts que de laisser Bagdad se concentrer toutes ses troupes vers le sud, là où les troupes américaines vont monter. Deuxième problème que rencontrent les Américains, on a beaucoup parlé de 250 000 ou des 300 000 militaires américains et britanniques sur le théâtre. Mais il faut savoir que dans les armées modernes, vous avez un combattant pour 4 ou 5 logisticiens. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les combattants sont au nombre en fait du côté américain-britannique de 60 000, ce qui n'est pas un nombre considérable et ce qui explique aussi qu'ils ne s'appesantissent pas dans la réduction de poches particulières parce que sinon ils vont s'effilocher et arrivant à Bagdad, il manquera à la fois toutes les troupes qui auront été laissées sur le terrain pour réduire des points sensibles, plus l'absence des soldats du Nord qui ne sont pas là. Donc c'est une position qui n'est pas aussi confortable que ce qu'on pouvait penser au départ. Merci Pierre Servan de vos éclaircissements. En Jordanie, ces derniers jours, plusieurs manifestations contre la guerre en Irak se sont déroulées à Amman et après la capitale, des marches protestataires se déroulent maintenant dans le sud du pays. Le mécontentement est contagieux. Loïc Delamornay, Joseph Andal. La bannière étoilée brûlée sous les applaudissements, ce n'est pas si rare dans les quartiers palestiniens d'Amman. Mais ici, nous sommes au cœur d'un quartier bourgeois de la capitale jordanienne. Dans l'assemblée, des médecins, des ingénieurs, des intellectuels. Comme un pis-aller, c'est le gouvernement qui a imposé le lieu du rassemblement. Les rares manifestations autorisées sont très contrôlées par la police. Sitôt les premiers slogans lancés, les Muhabarat, les agents civils de la sécurité d'État, se fondent dans la foule.
Non aux bases américaines, hurle cette femme. Une allusion à la rumeur devenue aujourd'hui certitude que les États-Unis ont installé une base de plusieurs milliers d'hommes sur le sol jordanien, non loin de la frontière irakienne. À la tribune, cet homme réagit à l'expulsion aujourd'hui de 5 diplomates irakiens par le pouvoir jordanien, accusant le gouvernement d'être un traître. Il peut se permettre pareille mise en cause, c'est le président du syndicat des avocats. À ses côtés, le leader des frères musulmans, au premier rang les dirigeants du parti d'action islamique. Les mouvements religieux ont investi toutes les strates de la société, riches ou pauvres. Voici le siège du parti d'action islamique. Au mur, les photos des martyrs palestiniens. Plus grande force d'opposition du pays, le parti est craint et muselé par le gouvernement. Nous ne voulons pas jouer le bras de fer avec le gouvernement. Mais si la guerre perdure, le désaccord va s'amplifier et ce sera très difficile de contrôler la situation, de contrôler la rue. Dans un pays majoritairement palestinien, à l'identité fragile, le gouvernement tente de resserrer les rangs, à grand renfort d'affiches où l'on peut lire « La Jordanie d'abord ». Pour parachever la complexité, le pays abrite également une forte communauté d'Irakiens. Et quand on leur demande s'ils veulent rentrer chez eux et se battre pour Saddam Hussein, par bravache ou réelle conviction, ils répondent en chœur « Nous irons tous combattre ». Nouvelle manifestation donc contre la guerre en Irak dans les pays arabes. Après la mobilisation d'hier, de nouveaux rassemblements ont eu lieu en Jordanie, nous vous le disions, mais aussi en Égypte. Le point avec Vincent Fourcade. Dieu est grand, Bush est un terroriste. Voilà ce qu'ont repris en chœur des dizaines de milliers de Pakistanais cet après-midi dans les rues de Lahore, à l'est du pays. Détruisons l'Amérique, scandent encore ces hommes, pour la plupart des militants de partis islamiques. 50 000 personnes dans les rues, presque un échec pour les organisateurs, ils en attendaient 20 fois plus. Plus surprenante, car moins prévisible, cette manifestation à Bahreïn. Dans les rues, à peine 200 personnes, mais l'événement est d'importance. Bahreïn, c'est la Suisse locale, peu habituée à de tels troubles. Et pour la première fois, les habitants manifestent. Il faut dire qu'ici, comme dans toute la région, les images d'un Bagdad sous les bombes ont marqué les esprits. Bagdad, une ville symbole dans le monde arabe. Bagdad, c'est l'âge d'or de l'islam. Bagdad, c'est la ville où on venait de toute la planète d'Occident pour se spécialiser en astronomie, en médecine, etc. C'est l'âge d'or de l'islam en contraste par rapport aux frustrations et à la régression que connaissent les Arabes aujourd'hui. Plus agitées en revanche les rues de Gaza en Israël. Écoute bien Bush, martèle ces hommes, l'Irak ne se mettra pas à genoux. En tête de cortège, les militants du Hamas et leurs étendards verts, couleur de l'islam. Les drapeaux irakiens sont également là et bien sûr les portraits de Saddam Hussein, le président irakien très populaire ici à Gaza. Il verse régulièrement de l'argent aux familles des auteurs d'attentats suicides. À New York, ce sont plusieurs dizaines de milliers de manifestants qui se sont rassemblés près de Broadway, des militants pacifistes qui ont défilé dans le calme. Même mobilisation à San Francisco, où ils étaient 20 000 à dénoncer la politique de George Bush, 2 à 3 000 à Los Angeles comme à Chicago. Je vous propose à présent de remonter la route qui mène de Amman en Jordanie à Bagdad. Témoignage filmé de cette traversée, Bertrand Coq, Emmanuel Beck. C'est une route que plus personne ou presque ne se risque à emprunter. Pieds au plancher, compteur bloqué, nous filons vers Bagdad à travers le désert. 550 km entre la frontière jordanienne et la capitale irakienne. Sur cette route, l'aviation américaine fait régulièrement des cartons. Il y a des carcasses de voitures calcinées, des véhicules civils, un bus, un pont frappé par un missile 2 heures avant notre passage. L'armée américaine, qui est présente en Jordanie, a envoyé 2 officiers de presse rencontrer les journalistes qui patientent de l'autre côté de la frontière. Ils leur ont dit de surtout ne pas prendre cette route, que tout véhicule serait considéré comme une menace et traité comme tel. En 4 heures de route, nous n'avons pas croisé plus de 2 véhicules militaires irakiens et quelques miliciens sous un pont à la hauteur d'Al-Ramadi, à 120 km de Bagdad. La nuit tombe lorsque nous atteignons les faubourgs de la capitale. La fumée des fosses à pétrole ajoute à l'ambiance crépusculaire. Il est 7 heures, les sirènes d'alarme annoncent les premiers bombardements. À Bagdad, où en ce dimanche, des hommes qui ont voué leur vie à Dieu, des pères dominicains, ont confié leurs préoccupations à nos envoyés spéciaux Martine Laroche-Joubert et Yves Juncker.
Ils ont caché leur trésor de guerre au fond du jardin potager. 3 pères dominicains irakiens qui ont étudié la théologie en France. Sous la terre, de précieuses bonbonnes d'essence. On a l'habitude depuis 25 ans d'avoir des guerres, des pénuries, des problèmes. Alors on a appris à stocker des réserves pour les guerres, et pas seulement pour nous, mais même pour les gens pauvres, des gens qui peut-être auront besoin. Les dominicains sont présents en Irak depuis 250 ans. Leur mission originelle, prêcher l'évangile. Mais en ces temps de guerre, ils consolent et soutiennent leurs compatriotes, chrétiens ou pas, en essayant d'oublier leurs propres angoisses quand les missiles tombent sur Bagdad. Moi aussi, je suis angoissé lorsque le missile tombe près de nous et ça éclate, ça fait peur. Et après, j'ai dit que ta volonté soit faite. Et c'est ça qui me donne la force. Quand j'entends la déflagration, ça veut dire qu'elle ne va pas me toucher, celle-là. Donc, je sais qu'elle est passée, mais je pense vraiment, vraiment, profondément à ceux qui sont tout près. Et je prie pour eux. Chrétiens, comme George Bush, ils refusent d'être rangés dans l'axe du mal et ne comprennent pas comment il peut utiliser la religion, la morale, à son profit. L'islam islamiste a été utilisé par les gens qui ont attaqué les États-Unis le 11 septembre 2001. Eh bien, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est en train d'utiliser exactement les mêmes armes, c'est-à-dire utiliser Dieu à des fins politiques? Depuis que les Bagdadis ont appris que les villes du sud du pays semblent résister, ils s'attendent à ce que la guerre dure longtemps. Jean-Paul II priait ce matin pour les victimes de la guerre en Irak. Il a demandé à la Vierge Marie le don de la paix devant des dizaines de milliers de fidèles, place Saint-Pierre. En France, à Évry, rassemblement œcuménique. Une quarantaine de musulmans se sont joints à la prière dans la cathédrale de la ville. Une solidarité entre différentes communautés et différentes croyances. Éléonore Gay, Édouard Perrin. Des musulmans au premier rang d'une célébration catholique. Ils étaient une quarantaine ce matin, parmi le millier de chrétiens venus assister à la messe. À l'occasion de cette rencontre liée à la guerre en Irak, leur porte-parole a souhaité délivrer un message de paix et de fraternité. Quand une famille perd un des leurs, ma pensée va vers ces jeunes soldats américains et anglais, et aussi ceux qui vont tomber du côté de l'Irak et ailleurs. Parce que les familles, quand ils pleurent, les larmes ont le même goût. Vendredi dernier, l'évêque d'Évry avait assisté à la grande prière des musulmans à la mosquée. Volonté de dialogue, rencontre. Dans cette ville, les communautés religieuses affichent leur unité face au conflit. C'est bien de se réunir parce que c'est aussi nos frères. Oui, c'est une très bonne idée. On est tous des humains, on est tous de la même race et c'est bien de connaître les religions des autres. J'ai été très heureux de rencontrer des musulmans et ici même à la cathédrale parce que c'est tout un symbole. Tout croyant, qu'il soit musulman ou catholique, nous avons à prier pour la paix. Nous avons à œuvrer à ce que la paix s'installe ici et là-bas. Ce matin, catholiques et musulmans ont rappelé leur crainte de voir ce conflit se transformer en guerre de religion. Dans le reste de l'actualité, revenons sur cette épidémie de pneumopathie atypique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, des scientifiques de Hong Kong auraient identifié le virus responsable. Ceci reste à vérifier, bien sûr, mais désormais, tous les espoirs sont permis. Sophie Mézel. Les progrès sont chaque jour plus encourageants. En milieu de semaine, une équipe de scientifiques hongkongais déclarait avoir identifié la famille du virus responsable de la pneumonie atypique. Aujourd'hui, c'est le virus lui-même qu'ils ont réussi à piéger. C'est une maladie très rusée et son virus l'est aussi. Il faut encore rester prudent, mais ce que nous essayons de faire, c'est une analyse génétique du virus. Tous les cas suspects français sont aujourd'hui écartés, comme par exemple ici, à l'hôpital du Mans. Et bien que l'on déplore 2 nouveaux décès, l'un à Toronto et l'autre à Hong Kong, la maladie semble aujourd'hui globalement sous contrôle. À Hanoï en particulier, où le tout premier cas avait été détecté à l'hôpital français début mars.
Après le décès d'une infirmière vietnamienne et d'un médecin français, la situation est aujourd'hui stabilisée. 3 patients demeurent sous ventilation artificielle, 10 autres n'ont pas constaté d'aggravation de leur état et 24 enfin sont convalescents. Ils n'attendent qu'un signal des autorités sanitaires vietnamiennes pour être autorisés à quitter l'hôpital. En Gironde, le violent incendie qui a ravagé quelques 800 hectares de végétation serait contenu. Sur place, une centaine de pompiers et des canadaires pour maîtriser le feu. David Bazier, Bernard Bonham. L'hélicoptère des pompiers au ras de la cime des arbres. Dans l'après-midi, le vent s'est levé. On craint des reprises de feu sur les 800 hectares incendiés. L'équipage est chargé de guider les camions pour qu'ils interviennent au sol. Sur 800 hectares, il y a forcément des endroits au milieu du feu qui ont été non traités et que l'on est en train de traiter actuellement parce que le vent ravive et remet font ce qu'on appelle des reprises de feu. La nuit dernière, c'est après 12 heures de lutte que les 200 pompiers engagés ont maîtrisé le feu de Saint-Aubin-du-Médoc. Une intervention dangereuse, sans canadair à cause de l'obscurité, sur un terrain marécageux encombré par de nombreux arbres abattus. Les équipes de lutte anti-incendie au lever du jour avaient sauvé l'essentiel, cette maison longtemps menacée. Pour les habitants de la commune, ça n'est pas accidentel. J'avancerai à 99,5% que c'est criminel comme chaque fois. Parce que quand c'est accidentel, la personne se déclare. Bon, ça arrive, quelqu'un tombe une pelouse, le feu se déclare, il dit, il appelle les pompiers, voilà le feu m'a échappé, tout. Même si la région souffre chaque année d'incendies criminels, aucun indice matériel n'étaye pour l'instant cette piste. Les pompiers, eux, resteront sur zone encore toute la nuit. À Avignon, le transfert de 300 détenus de la maison d'arrêt pour rejoindre un nouveau centre dans la banlieue nord de la ville. Les convois se sont succédés pendant près de 8 heures à raison d'une vingtaine de détenus par fourgon qui quittent cet établissement vétuste du 19e siècle. Un mot de politique, la situation internationale était au cœur des préoccupations du ministre de l'économie, Francis Mer, invité de nos confrères RTL Le Monde. Francis Mer qui se veut résolument optimiste après le début de la guerre en Irak. Nous l'écoutons. Je crois que les événements irakiens ont déjà, dans la dernière année, ou plutôt dans les 6 derniers mois, créé ces conséquences négatives que les Français regrettent maintenant. Sur le plan économique, je m'adresse aux Français et plus généralement aux Européens, l'essentiel des conséquences négatives de la crise irakienne est derrière nous. Et puis n'oubliez pas, c'est au plus tard demain soir à minuit que les déclarations de revenus 2002 devront être envoyées, à l'exception des déclarations faites sur Internet qui ont un délai supplémentaire. Du rugby avec une éclatante victoire du 15 de France qui a battu l'Italie 53-27 à Rome dans le tournoi Destination. Christophe Duchéron. Après leur match raté face à l'Irlande il y a 15 jours, on attendait les Bleus au tournant face à l'Italie. Et là, il ne manque pas le premier virage. Les Bleus, 3 minutes de jeu à peine, vite fait, bien fait. Betsen marque le premier essai français. Comme souvent en rugby, quand la France est au point, l'adversaire est au plus mal. En première période, les Bleus inscrivent 5 essais. 2 essais en 3 minutes pour le 3/4 centre Damien Traille. Essai transformé par Yachvili. 18 minutes de jeu, les Bleus mènent 24-3. L'Italie a le tournis. Aurélien Rougerie marque à son tour. Michalak limitera un peu plus tard. Après le match contre l'Irlande, Bernard Laporte n'avait pas mâché ses mots pour critiquer ses joueurs. Mais là, il a mâché que du chewing-gum. Au repos, 41-10 pour la France. Malheureusement pour les Bleus, moins inspirés, la deuxième période est blanche ou presque. Certes, la victoire est dans la poche. Certes, les Bleus ont inscrit 2 essais, mais les Italiens en marquent 3. Au final, c'est le public qui en a eu pour son argent. Du spectacle et des essais, 53-27, la victoire est française. Mais Bernard Laporte n'a pas encore le sourire et on le comprend. Si les Français avaient joué la deuxième période comme la première, les Italiens y auraient sûrement perdu leur latin. Le Finlandais Kimi Räikkönen sur McLaren a remporté dimanche sa première victoire en Formule 1 lors du Grand Prix de Malaisie, ce qui lui permet de prendre la tête du classement du championnat du monde après 2 courses disputées. Ce soir à Hollywood se déroulera la 75e cérémonie des Oscars devant les caméras du monde entier. Ce rendez-vous des acteurs et réalisateurs pourrait bien devenir une tribune anti-guerre. Christophe Hérault. Pour Hollywood, c'est décidé, le spectacle doit continuer. La cérémonie des Oscars aura lieu malgré tout. Mais en ces temps de guerre, ni tapis rouge, ni défilé de stars en smoking ou robe de soirée. Sobriété pour les paillettes. Mais surtout, volonté de faire taire les artistes contestataires. Une rumeur court, les organisateurs auraient demandé de ne pas tenir de propos sur la guerre en Irak lors de la cérémonie. Un démenti de Michael Moore en forme de sourire et trait d'humour. To basically shut up if you have to go on the stage?
You and the others. No. You know what? They wouldn't dare say that to me, right? Because all I do is tell you. Les organisateurs des Oscars ont peur de ces artistes qui clament haut et fort leur colère contre ce conflit. De Martin Sheen, enflammant des meetings anti-guerre, à Sean Penn, visitant Bagdad pour la paix. Ils ont peur de ces voix qui osent dénoncer l'engagement des États-Unis. Je suis un patriote, je forme un tout avec le gouvernement que mon peuple a choisi, mais si je dois avoir du sang sur les mains, je suis décidé à ce que cela se voie. Jusqu'à Dustin Hoffman, à la tribune du prestigieux Festival de Berlin, qui s'opposait à la politique de George Bush. Je ne suis pas anti-américain, mais je suis opposé aux vues de notre gouvernement actuel. Quels que soient les propos qu'ils pourront tenir, ce sera, comme dans un bon vieux film d'action américain, entouré de gardes du corps et de tireurs d'élite, le titre provisoire de ce film, Silence sous haute protection. Avant de refermer ce journal, revenons sur la guerre en Irak avec les informations qu'il faut retenir de ce dimanche. Gilles Marinet. Des cadavres de soldats américains exhibés dans une petite pièce. Tournée par la télévision irakienne, la scène est diffusée par Al Jazeera, la chaîne du Qatar. Une mise en scène difficile à supporter. La séquence que nous avons coupée comporte de nombreux gros plans. Autre image, le corps d'un soldat sur une route. Difficile d'identifier son unité, peut-être appartient-il à une compagnie de logistique qui a perdu plusieurs combattants. Certains ont été faits prisonniers. Les voici, les images que les télévisions américaines se refusent à diffuser. 3 hommes, une femme, interrogés devant la caméra. Apparemment, ils n'ont pas été maltraités. L'un d'eux est blessé. Des images qui peuvent être jugées dégradantes et dans ce cas, contraires à la Convention de Genève. Les autorités irakiennes leur ont promis la vie sauve. C'est une autre scène à Bagdad cette fois. Des dizaines de civils et militaires traquent des pilotes américains ou britanniques sur les rives du Tigre. Un témoin aurait vu un parachute tomber dans l'eau, non loin de ce pont. Un véritable spectacle pour les Bagdadis, mais la chasse ne donnera pas de résultat. Nous serons bientôt à proximité de Bagdad, assurent les Américains. De fait, à 100 km de la capitale, cette colonne de chars continue sa progression. Il s'agirait des éléments les plus avancés de la 3e division d'infanterie de l'US Army. Elle se dirige vers les villes de Najaf et Kerbala, 2 villes saintes du chiisme. Quelle résistance les Américains rencontreront-ils là-bas? Alors que depuis 3 jours, dans les zones qu'ils pensaient facilement occupées, les poches de résistance continuent à les défier. C'était encore le cas la nuit dernière sur la presqu'île d'Al-Fao, à l'extrême sud-est de l'Irak. Des combats rapprochés, des bâtiments qu'il faut gagner mètre après mètre, tout ce que l'état-major anglo-américain souhaitait éviter. Et pour cause, dans une autre ville, celle de Nasiriyah, les Américains reconnaissent des pertes. Selon un adjoint du général Tony Franks, des GIs ont trouvé la mort dans de violents combats et 12 autres sont portés disparus après une embuscade. Face aux Anglo-Américains, l'armée irakienne semble retrouver de la pugnacité jusque dans Qasr, première ville dont la prise avait pourtant été annoncée par les Américains. Ainsi se termine ce journal. Dans un instant, la météo. Nathalie Riouet, 20h55, votre film Jugé coupable avec Clint Eastwood, 1h10 le dernier journal Lance Piquet, 13h le journal présenté par Daniel Bilalian, demain 20h David Pujadas. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.